Bonsoir. Bonsoir. C'est un nouvel épisode des podcasts coiffologiques. Ce soir, nous vous offrons une mini-conférence sur le chapitre 5 de l'ouvrage, comme on vous l'a annoncé, la coiffologie. La coiffologie. Donc, je suis Mpekentonga, Metilame Yodi. Je vais vous emmener dans l'univers assez particulier de la coiffologie, qui est une nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, et puis la renaissance africaine globale. Donc, parmi les chapitres qui font disons, les 13 chapitres de l'ouvrage, je me suis promis de vous présenter quelques-uns. Nous avons commencé avec déjà, on a fait le chapitre 9 et puis le chapitre 14 que je vous ai présenté. Aujourd'hui, je vous présente le chapitre 5. Tout simplement parce que le chapitre 5 est, tout comme les précédents que je vous ai présentés, très important. Dans la mesure où il présente une situation qui est une situation de crise dans les institutions académiques et scientifiques occidentales. D'où le titre même du chapitre, la crise paradigmatique des institutions académiques et scientifiques occidentales, disons l'impératif d'une décolonisation. Donc, il faut partir du fait que les institutions académiques et scientifiques occidentales, pendant les 20 dernières années, longtemps considérées comme les épicentres de l'autorité intellectuelle mondiale, sont aujourd'hui confrontés à une crise profonde. Cette crise dépasse un simple besoin d'adaptation ou de renouvellement des méthodes d'enseignement et de recherche. Elle remet en question les fondements même des paradigmes qui structurent notre compréhension du monde. L'hégémonie de la pensée hérocentrique qui a historiquement imprégné ces institutions a engendré une vision unilatérale de l'histoire d'abord, de la culture et du savoir, marginalisant et dévalorisant les constructions, les contributions des autres civilisations, en particulier africaines. Une crise des paradigmes, la remise en question des fondements. Donc la crise actuelle, puisqu'elle continue, elle perdure, est avant tout une crise de paradigme. Les modèles éducatifs et scientifiques ont été bâtis sur des structures et des théories qui privilégient les apports de l'Occident au détriment des autres régions du monde. Cette orientation est particulièrement visible dans l'enseignement de l'histoire, des sciences sociales et humaines, ou alors les récits dominants restent centrés sur l'Europe et, dans une moindre mesure, sur l'Amérique du Nord. Édouard Saïd, dans son œuvre fondatrice, l'orientalisme, en 1978, a analysé la manière dont l'Occident a historiquement construit une image de l'Orient, incluant l'Afrique comme un autre inférieur et sujet à domination. Cette construction a entraîné des répercussions considérables non seulement sur la politique coloniale,
mais aussi sur les institutions académiques et scientifiques qui ont nourri et amplifié cette vision. Selon Saïd, l'orientalisme est un domaine scientifique, est un domaine de savoir qui sert à dominer, à restructurer et à accorder une autorité sur les sociétés orientales. Ainsi, la crise des institutions académiques ne se limite pas à une question de renouvellement méthodologique. Elle interroge la validité des cadres théoriques sur lesquels elle repose. L'eurocentrisme a longtemps dominé ces institutions, conduisant à l'ignorance ou à la stéréotypisation des productions intellectuelles et culturelles africaines, contribuant à la représentation de l'Afrique comme un continent sans histoire, sans culture, sans contribution significative à l'humanité. Donc voilà que nous plantons le décor pour cette lecture du chapitre 5, où on vous entraîne sur les raisons qui font en sorte que il y a une nécessité, il y a un besoin de renouvellement et des paradigmes, parce que les paradigmes occidentaux, ils sont souffrants, il faut le dire de cette façon. Donc, l'hégémonie persistante de l'eurocentrisme et la nécessité d'une décolonisation des savoirs. Donc, nous sommes donc en train d'entrer dans une phase qui, après qu'on se rende compte, il y a, disons, il y a une quinzaine d'années de cela, quand je faisais mon master en pédagogie d'enseignement supérieur, où justement ces questions étaient abordées. Il faut dire que ces questions étaient abordées bien avant. Il y a plus d'une trentaine d'années déjà, je faisais une formation en sciences de communication en Belgique, où justement, il était déjà question, on parlait déjà des paradigmes, des changements de paradigmes nouveaux, et où justement on parlait déjà de la possibilité que l'Afrique revienne dans le domaine des sciences pour avoir son mot à dire. Alors, en 1900, disons en 2011, quand je finissais ce master en pédagogie d'enseignement supérieur à l'Institut de l'éducation à UCL à Londres, on nous parlait déjà d'une Afrique qui devait se réveiller. Et je vous dis, les enseignants dans cette école sont 100% occidentaux, des Blancs. Donc, beaucoup avaient comme mission déjà, je me souviens, bien que j'étais seul étudiant dans la salle de classe, ils avaient comme mission de marteler qu'il était question de façon vraiment impérative, vraiment, je ne sais pas s'ils le disaient parce que c'était une sorte de... Bon, c'est vrai, il y a comme une sorte de psychose qui avait quand même, qui se lisait sur le regard, la façon de s'exprimer de certains enseignants, parce que justement, tout le monde se plaignait, tout le monde avait un peu peur de ce qu'allait donner à l'époque, parce qu'en ce temps-là, on commençait à vivre la révolution digitale, la révolution technologique digitale. Donc, il y avait cette menace que les informations qui étaient longtemps gardées secrètes, confisquées, grâce à, disons, à la révolution digitale, allaient être mises à la disposition du grand public. Et les conséquences, on le savait, allaient permettre à ce que certaines personnes, dans le domaine scientifique, voilà des débouchés, des ouvertures et surtout des vérités qui allaient venir s'éclabousser sur le visage du monde occidental et remettre en question les principes sur lesquels même se sont érigés, se sont basés les sciences occidentales. Donc,
l'hégémonie persistante de l'eurocentrisme et la nécessité d'une décolonisation des savoirs. Disons donc que l'hégémonie de la pensée eurocentrique persiste dans de nombreux domaines académiques. Disons que Walter Mignolo, dans The Dark Side of Western Modernity, en 2011, soulignait déjà que la modernité occidentale et ses sciences reposent sur une pensée hégémonique qui exclut les savoirs non occidentaux. Il soutient que cette hégémonie s'est imposée au monde par la colonisation et continue de structurer les relations de pouvoir nord-sud. Des intellectuels africains ont depuis longtemps contesté cette vision occidentale dominante. Cheikh Anta Diop, dans Nation, nègre et culture, en 1954, a plaidé pour une réappropriation par l'Afrique de son histoire et de son patrimoine intellectuel, systématiquement effacé par la colonisation. Pour Diop, l'Afrique est le berceau de la civilisation, une perspective qui remet en cause la thèse d'une évolution linéaire et eurocentrée de l'humanité. Des penseurs contemporains tels que Ngugi wa Thiong'o, dans Decolonizing the Mind en 1986, continuent de dénoncer l'héritage colonial dans l'éducation, insistant sur la nécessité d'une refonte des méthodes pédagogiques qui intègrent les savoirs et les cultures africaines. Cette décolonisation des savoirs est essentiellement pour une véritable reconnaissance des contributions africaines et pour une compréhension plus juste et inclusive de l'histoire et du monde. Le rôle de la décolonisation des savoirs. La décolonisation des savoirs s'impose progressivement comme un mouvement essentiel visant à questionner et à reverser les paradigmes intellectuels dominants. Erwin Conwell, dans Southern Theory 2007, propose un déplacement épistémique majeur, recentrer la production du savoir du Nord global vers le Sud, donnant ainsi une voix aux intellectuels et aux scientifiques des régions historiquement dominées. Cornell souligne que les savoirs produits par l'Occident ne sauraient prétendre à l'universalité. Ils sont plutôt le fruit d'une construction spécifique ancrée dans un contexte historique et social particulier. Bien que les institutions académiques contemporaines commencent à intégrer cette critique et à adopter des approches plus inclusives, reconnaissant la légitimité des savoirs non occidentaux, ce processus demeure freiné. La persistance des structures de pouvoir mondial et la résistance de certaines élites intellectuelles attachées à une vision du monde eurocentrée constituent des obstacles importants. Il est donc manifeste que les institutions académiques et scientifiques occidentales traversent une crise profonde qui dépasse un simple manque de renouvellement. Elle touche au cœur même des paradigmes qui fondent leur vision du monde. En s'affranchissant de l'hégémonie des pensées eurocentriques et en intégrant les perspectives africaines et afrodescendantes, ces institutions pourraient non seulement se régénérer, mais aussi contribuer à une compréhension plus riche et nuancée de l'humanité et de son histoire. Les paradigmes académiques dominants, forgés par des siècles de colonisation et de domination, sont aujourd'hui remis en question par les appels pressants à la décolonisation des savoirs et à une révision des approches scientifiques qui ont longtemps justifié des rapports de pouvoir inégaux. Les approches réductionnistes fondées sur des perspectives exclusivement occidentales ont longtemps occulté la complexité des réalités et des savoirs locaux
et en particulier ceux du continent africain et des diasporas africaines. Cette occultation a engendré une véritable fracture épistémologique. Voilà. Cette situation soulève une question cruciale. Dans quelle mesure les institutions académiques occidentales sont-elles capables d'évoluer et d'accepter de repenser leur héritage colonial et leur pratique de production du savoir? Cette transformation profonde est-elle réellement envisageable? Ce chapitre examine cette crise paradigmatique au sein des institutions académiques et scientifiques occidentales. Bien que ces institutions se présentent comme universelles, elles font face à des remises en question profondes émanant des courants intellectuels et scientifiques prônant une vision radicale et leurs fondements de leurs méthodes. Dans ce contexte, la coiphrologie se présente comme une réponse novatrice, un champ scientifique autonome visant à rééquilibrer les rapports de savoir, à centraliser les connaissances africaines et à proposer des alternatives aux paradigmes dominants, notamment dans l'étude du monde africain. Et aussi, ce chapitre analyse les mécanismes de cette crise, les résistances qu'elle suscite et les nouvelles opportunités qu'elles offrent pour l'élaboration de paradigmes scientifiques véritablement globaux et inclusifs, en particulier pour les nombreux étudiants et chercheurs africains qui y contribuent. Défis auxquels font face les institutions académiques occidentales. Donc, il faut dire que ces institutions font face à des sérieux défis. On va vous lire cette partie-là et je crois que pour ce soir, on va s'arrêter là. Le temps de vous laisser la possibilité de digérer tout ça. Et puis, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez nous laisser des questions. Donc, défis auxquels font face les institutions académiques occidentales. Les universités occidentales subissent des pressions économiques et sociales croissantes qui menacent leur fonctionnement et leur stabilité. Au cœur de cette difficulté se trouve la baisse constante de financement public, un phénomène qui affecte de nombreux pays développés, les États-Unis, à l'Europe. Ces désengagements progressifs de l'État contraint les institutions académiques à une réorientation stratégique majeure, la recherche des ressources de financement alternatives, souvent privées. Cette dépendance accrue soulève des défis considérables pour la qualité de l'enseignement et la recherche, ainsi que pour l'indépendance académique. Disons aussi que la réduction des investissements publics dans l'enseignement supérieur est un problème majeur et persistant dans le monde occidental. Comme le soulignent Peter G. Ackerman et Jack E. Goldstone dans Democracy and the Politics of the New World Order, cette tendance a été exacerbée par les politiques d'austérité mises en œuvre après la crise financière mondiale de 2008. Face à la nécessité de réduire les dépenses publiques, les gouvernements ont souvent ciblé l'éducation, entraînant une diminution des subventions aux universités. Par conséquent, ces dernières se retrouvent sous une pression intense pour générer leurs propres revenus, notamment par le biais de levées de fonds privés, de partenaires avec des entreprises ou encore de la privatisation de certains services éducatifs. Cette évolution a des implications profondes pour l'indépendance académique et la mission fondamentale des universités. Comme l'ont souligné Book et Pillay, la dépendance croissante au financement privé peut créer des conflits d'intérêts où les priorités académiques risquent d'être subordonnées à des considérations financières et commerciales. Les universités traditionnellement considérées comme des lieux privilégiés de la pensée critique et de la recherche désintéressée, courent le risque de se conformer aux attentes
des donateurs privés et des entreprises compromettant ainsi leur capacité à mener une recherche fondamentale, indépendante, pourtant essentielle à l'avancement des connaissances et du progrès. Voilà, on va pour ce soir s'arrêter là, on va vous dire la suite une autre fois dans un autre épisode, et voilà, donc c'était pour ce soir cette lecture que on tenait à vous proposer pour vous entraîner, pour vous amener à découvrir cet ouvrage qui est déjà en vente dans notre plateforme de vente de livres, d'ouvrages et puis de cadeaux qui s'appelle Quaffro Bookies. Il suffit d'aller sur Quaffro Bookies, www.quaffrobookies.com, et vous commandez votre ouvrage et il vous sera envoyé. Donc, nous vous entraînons comme ça, donc, dans cet ouvrage pour que vous commenciez à vous familiariser avec les thématiques qu'il défend, pour que vous commenciez déjà. Ce soir, on a parlé de la crise paradigmatique des institutions académiques et scientifiques occidentales, l'impératif d'une décolonisation, comme pour vous faire comprendre que nous sommes entrés dans cette phase-là, dans cette ère où tout porte à conduire l'Afrique vers sa décolonisation. Mais cette décolonisation-là ne va pas se faire tout simplement devant le discours des Occidentaux dans les amphithéâtres, dans les universités. Parce que les Africains, nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience nous-mêmes que nous avons une tâche qui est une tâche qui doit être la tâche primordiale de nous dépêtrer de cette prison mentale dans laquelle nous trouvons. Je trouve assez difficile à concevoir que après l'ère ou l'époque des panafricains militants, nous sommes entrés dans une sorte de panafricanisme soft, qui est un panafricanisme intellectualisé, où on a passé beaucoup de temps à théoriser et à entrer dans une compétition, je ne sais pas, sémantique ou alors rhétorique ou alors... de toute façon, il fallait produire des ouvrages bien écrits, bien élaborés, au même titre, au même niveau que les Occidentaux. Ça nous a fait perdre un peu de temps parce qu'il fallait que certains prouvent par les maîtres qu'ils sont capables, donc qu'ils aient une certaine validité, et ça nous joue un très mauvais détour à nous les Africains. Il serait donc temps qu'aujourd'hui que nous retournions à l'essentiel et que nous nous rendons compte que nous sommes en train de vivre, nous sommes en plein dans l'ère des paradigmes nouveaux. Ce que certains ont dit, ce que certains ont appelé l'ère du Verseau, que moi j'appelle l'ère de la Renaissance africaine globale. Puisque nous sommes entrés dans cette ère-là, nous, les scientifiques, les spirituels, les intellectuels, tout ce monde-là, africains, panafricains, avant que les Occidentaux continuent à nous marteler que c'est notre moment de commencer à faire ce travail scientifique pour que nous commencions à sortir les paradigmes qu'ils ont reconnus finalement, qu'après avoir exploré tout ce qu'ils ont pu explorer, qu'ils ont récupéré par exemple de l'Afrique, ils se sont rendus qu'ils ont laissé beaucoup derrière. Parce qu'en prenant ce qu'ils ont pris et en se disant qu'ils allaient moderniser dans ce qui commençait déjà à être modernisé des Africains, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup laissé derrière. Et pour avoir beaucoup laissé derrière, moi je suis venu, j'ai fait ce travail après les recommandations qui ont été faites, après le travail qui a été fait par mes aînés, tout ce monde-là, que ce soit Marcus Garvey, William Dubois, Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, c'est Walter Mignolo qui
Martel qui assène. J'aime bien lire cet auteur qui nous rappelle à nous, Africains, que c'est le moment. C'est le moment de commencer à vraiment à nous y mettre et puis commencer à sortir les paradigmes qu'il faut qu'on sorte. Parce que Walter et tous les autres ont fait un travail de mettre plus ou moins certains aspects du travail qui a été déjà abordé en lumière pour que nous puissions venir et puis tout simplement mettre sur pied ce que la science pluriversel, puisque moi je parle pas beaucoup d'universel, parce que la notion d'universalité me ramène à un certain impérialisme occidental, qui a voulu comme ça noyauter, contrôler le monde. Non, on parle aujourd'hui d'une certaine pluralité de la science. Et en parlant de cette pluralité de la science, nous retrouverons avec chacun parfois des domaines quand nous y serons, comme moi j'ai commencé, comme j'y suis pratiquement, à peine j'ai commencé à travailler sur la coiffrologie, je me suis retrouvé avec un immense champ de recherche inexploré. C'est ça qui me donne la coiffrologie. C'est ça qui me donne la coiffrologie. Et à mon actif, depuis que je travaille, j'ai une douzaine d'ouvrages qui se complètent dans ce travail. Une douzaine d'ouvrages qui font que j'ai de quoi présenter aujourd'hui au monde africain contemporain africain, de quoi présenter des nouveaux paradigmes qui amènent à offrir une nouvelle définition de l'Afrique. Donc voilà, je vous ai présenté donc le chapitre 5 jusqu'à un certain niveau. On va continuer une autre fois, tout simplement pour vous faire comprendre que nous sommes dans un processus qui est un processus où les Occidentaux, pour pouvoir, disons, avoir une raison d'avancer, ou alors de s'auto-corriger, de voir émerger les paradigmes africains, à travers lesquels, puisqu'ils se sont inspirés d'eux au départ, ils les ont copiés au départ, il faudra qu'ils les recopient encore pour certainement permettre à notre humanité de marquer encore des pas conséquents pour, disons, avancer. Sinon, nous les Africains, voilà pourquoi moi j'ai mis sur pied la coiffrologie, qui est une science de la restauration, une science de la justice, une science de l'ordre, une science de la renaissance africaine globale. Donc, parlant de cette renaissance africaine globale, c'est toute une philosophie, c'est toute une... Je préconise non pas seulement une philosophie, je préconise aussi et surtout une certaine doctrine. Une certaine doctrine qui doit commencer à être examinée pour que justement la Renaissance africaine contemporaine ne soit pas, disons, une ère sur laquelle nous allons passer inaperçu ou nous allons rater le coche. Donc voilà, moi je suis à fond dans le travail, j'ai des propositions, j'ai des choses que je suis en train de proposer, d'écrire. J'ai un ouvrage justement sur la philosophie et puis la doctrine panafricaine que je dois publier bientôt. Donc, ce sera pour très bientôt. Voilà. Donc, on va continuer à explorer cet ouvrage qui est d'une richesse incommensurable. Et je vous recommande de vous procurer votre exemplaire. C'est le compagnon pour les étudiants qui font toutes les sciences. La coiffrologie est une science holistique. Donc, vous y trouvez des réponses pour des questions de géopolitique, vous y trouvez des réponses pour des questions de philosophie, vous y trouvez des réponses pour des questions de spiritualité, vous y trouvez des réponses pour des questions de théologie, vous y trouvez des réponses pour tout. Donc, je recommande ici à tous les étudiants, que ce soit du secondaire jusqu'en en doctorat, de se procurer cet ouvrage, de l'explorer et de voir, parce que cet ouvrage, il vous ouvre
des portes vers votre science à vous. Vous devenez un expert dans un domaine que vous avez longtemps exploré et que la coiffologie vous aide à ouvrir, percer en fait. Donc, n'hésitez pas non plus de prendre contact avec notre institut, l'Institut des études du monde africain contemporain, pour les cours que nous offrons en ligne, et avec un suivi personnalisé au fur et à mesure que vous avancez dans vos travaux. Donc, prenez contact avec nous. Vous pouvez commencer une formation. C'est des formations qui sont courtes, qui durent 6 mois, avec des certificats. Et après, vous pouvez prendre des formations assez conséquentes, parce que nous formons aussi des potentiels coiffologistes, c'est-à-dire des personnes que nous attendons pour être des chercheurs, mais aussi, disons, des étudiants, mais aussi des chercheurs. Voilà, et enseignants. Voilà. Donc, nous avons notre institut basé ici en Grande-Bretagne, en Angleterre. Nous sommes en train d'ouvrir des branches au Cameroun, une autre aussi au Botswana. Si vous êtes intéressé et vous sentez la possibilité de nous aider à pouvoir ouvrir une branche dans votre pays pour qu'on vienne enseigner la coiffologie, c'est la science de la Renaissance africaine contemporaine. Si vous voulez comprendre tout sur la Renaissance africaine globale, je parle bien de la Renaissance africaine globale, coiffologique, ben écoutez, prenez contact avec nous et puis participez à ce grand mouvement, qui est un grand mouvement non seulement philosophique, c'est aussi un mouvement spirituel, c'est un mouvement éducatif, et voilà, pour qu'on puisse faire résonner la voix de l'Afrique en termes de restauration par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer qu'il faut qu'on restaure. La justice, toutes les justices que vous pouvez imaginer par rapport à ce que vous pouvez savoir. Et puis, bon, l'ordre, parce que il faut bien qu'il y ait de l'ordre, parce que jusqu'à présent, nous traversons un monde qui doit trouver un nouvel ordre, qui doit être un ordre dans lequel on ne veut plus voir la domination de ce monde par ce que nous appelons dans cette nouvelle discipline la spirito-psychopathologie, cette obsession de vouloir toujours dominer les autres, de vouloir toujours abuser les autres, de vouloir toujours manipuler les autres, de vouloir toujours tromper les autres. On veut un monde différent, avec un peu d'éthique, un monde où tout le monde disons, vit dans la réciprocité, dans la, disons, dans l'empathie, dans la solidarité pluriverselle. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Pour ce soir, je crois que je vous ai dit un peu ce qu'il était question, et on va continuer. Et continuer, vous pouvez continuer aussi à explorer ce chapitre sur les crises dans le domaine occidental qui font à ce que ces crises laissent émerger les paradigmes africains. La prochaine fois, je vous expliquerai comment on fait pour se retrouver, comment on fouille les paradigmes et comment on retrouve et on se sert et on développe des paradigmes. À très bientôt. Au revoir. Ubuntu Kama.